Avant que je commence la présentation, je veux ajouter quelques mots. En fait, ce travail sur Schelling, ça vient d'un projet que j'essaie de faire, c'est de poser la question sur la contingence par rapport au système technique. Et je ne peux pas éviter à répondre à la question qu'est-ce que la nature. Et cette recherche est tentée et guidée par, peut-être on peut dire, une folie de la raison spéculative que Kant il appelle Schwärmerei dans les premiers 10 pages de la critique de la raison pure. Là, c'est la structure. Et parce que mon article est très long, du coup, je vais prononcer quelques paragraphes, mais pas l'article entier. Bon, premièrement, c'est une citation de Novalis. « Nous cherchons partout l'inconditionné, mais on ne trouve jamais que des choses. » Cette phrase de Novalis énonce déjà le paradoxe de la recherche de l'inconditionné par les idéalistes allemands, notamment Fichte et Schelling. La question de l'inconditionné inaugure une recherche sur un commencement absolu de la philosophie et aussi de la science. Si dans sa Wissenschaftslehre, Fichte a essayé de faire reposer l'absolu de la connaissance sur le moi, Schelling, qui avait commencé sa carrière comme un Fichtéen, devait néanmoins trouver son chemin vers, je cite, la nature hors de nous en tant qu'absolu. La rupture entre Schelling et Fichte n'est pas seulement un choix entre le moi et la nature, mais entre deux systèmes de philosophie transcendantale. Le philosophe Dieter Heinrich a bien caractérisé la différence entre le traitement du moi selon Fichte et Schelling. Pour Fichte, il s'agit de penser quelque chose d'inconditionné en moi, c'est-à-dire le moi, c'est le commencement absolu de toutes les connaissances. Quant à Schelling, il s'agit de penser l'inconditionné en moi en tant que tel, c'est-à-dire rendre visible l'inconditionné à partir de la structure de la réflexion. Ce n'est pas la réflexion, mais c'est plutôt la structure de la réflexion. Cette distinction entre Schelling et Fichte évoque déjà la question que nous allons poser dans cet exposé, la question de la structure de la réflexion comme forme organique chez Schelling. La forme organique de Schelling nous intéresse par rapport à la discussion actuelle sur l'anthropocène parce qu'au fond de la philosophie de la nature, il se trouve une hypothèse. C'est cela. Il y a un principe organisant de la nature qui permet de surmonter l'opposition entre l'organique et l'anorganique, ou l'organique et le mécanique, ou toutes les polarités en général, vers une individuation de la matière à l'infini. Schelling nomme ce principe organisant l'âme du monde. Et l'être qui possède ce principe dans son opération, il appelle l'organisme. La nature est l'organisme général. Deuxièmement, la notion de l'organisme général de Schelling fait écho à ce que Canguilhem appelle l'organologie générale et par la suite l'organologie générale de Bernard Stiegler. Nous savons aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle, la question de l'organisme est l'une des plus grandes questions philosophiques et scientifiques. Kant consacre la deuxième moitié de critique de la faculté de juger à cette question, et selon certains commentateurs, la troisième critique ouvre une nouvelle perspective sur l'unification de la philosophie et de la science, dont la philosophie de la nature serait la réalisation. L'anthropocène, à part l'ambiguïté de ce terme, et il faut clarifier encore, est une invitation à
repenser la question de l'organisme et son rapport à la nature, sauf qu'on ne peut plus trouver une nature romantique, mais peut-être une deuxième nature, selon Bernard, ou de manière plus explicite, et selon le commentateur anglais de Schelling, Ian Hamilton Grant, une terre artificielle. Là, il y a quelques notes bibliographiques. Je me limite ma recherche sur les travaux de Schelling entre 1794 et 1799. Ce sont les travaux explicitement sur la question de la nature. Et après 1800, Schelling il a changé le sujet, c'est-à-dire il a commencé à travailler sur la philosophie de l'identité et plus tard sur la liberté. Mais ça, c'est une autre chose. Là, on peut quand même trouver une sorte de la philosophie de la nature, mais ce n'est pas pareil comme ce qu'il a fait entre ces années-là. En 1800, Friedrich Schlegel dédie un poème dans sa revue au livre de Schelling, De l'âme du monde. C'est le titre de ce livre. De l'âme du monde, une hypothèse de la physique supérieure pour l'explication de l'organisme général, où Schelling reprend l'ancienne question de l'âme du monde de Platon et la met en lumière avec la science moderne. Cette âme du monde est une forme générale qui est aussi universelle et que l'on retrouve partout dans les êtres. L'organisme général de Schelling fait école à l'anima éternel. Dans le Timée, comme on a vu dans ce poème de Schlegel, grâce à cette âme, la substance intérieure éclate en libre vie. L'âme du monde est présente dans la nature aussi bien que l'esprit. C'est à cause de cette âme étrange et omniprésente qu'on ne peut plus séparer l'esprit et la nature, et par conséquent l'idée du réel. Une fameuse phrase dans Les idées pour une philosophie de la nature, publiée, nous éclaire. Je cite, « La nature doit être l'esprit visible, l'esprit de la nature invisible. » Dans cette réconciliation, Schelling essaye de montrer que l'histoire de la philosophie n'est autre chose que l'histoire de l'esprit, et la philosophie de la nature n'est autre chose que la philosophie elle-même. Dans cette phase assez complexe et dense, Schelling veut résoudre le problème de l'existence d'une nature hors de nous. Le problème est celui de la contingence. Si la nature et la représentation de la nature, ces deux choses, sont deux réalités séparées, on peut en arriver à une telle hypothèse. Quoi qu'il y a une harmonie entre l'esprit et la nature, la façon qu'a la nature de coïncider avec les lois de notre esprit n'est que contingente. Et si c'est comme ça, le moi ne sera plus l'inconditionnel de la connaissance. La philosophie de la nature ne peut tolérer l'existence de ce gouffre entre intériorité et extériorité. Cette nature hors de nous est la révélation de l'esprit. C'est la nature qui rend visible l'esprit à travers la réalisation de ses lois. Par cette identité absolue de l'esprit en nous et de la nature hors de nous, annonce Schelling, je cite, « Le problème de la possibilité d'une nature hors de nous doit se résoudre. » En identifiant l'esprit de la nature, Schelling est à mi-chemin de sortir de la philosophie transcendantale de Fichte et mettre la nature et le moi au même rang.
La question qui reste et qui intue toujours est quel est ce principe dont parle Schelling? Si on peut trouver une réponse commune à cette question à travers les travaux de Schelling, les premiers Schelling, ce sera la forme organique qui réunit les oppositions et amène à une nature qui est un tout absolument organique. Nous savons aujourd'hui que la troisième critique de Kant est le discours sur la dynamique dont les premiers principes métaphysiques de la science de la nature jouent un rôle décisif dans la conceptualisation de la nature de Schelling. Je cite Kant, où il oppose l'organique au mécanique. Ainsi, un être organisé n'est pas simplement machine, car la machine possède uniquement une force motrice, mais l'être organisé possède en soi une force formatrice qui communique aux matériaux. Qu'il ne la possède pas, il les organise. Il s'agit ainsi d'une force formatrice qui se propage et qui ne peut pas être expliquée par la seule faculté de mouvoir. Kant poursuit en disant qu'il n'est pas suffisant de comparer la nature avec une œuvre d'art, parce que c'est cette dernière, on suppose toujours un artiste qui est hors de l'œuvre d'art, alors que la nature organise son intervention. C'est aussi une notion qui est très proche aux taoïstes. Le premier acte vient de l'organisme lui-même. Si on peut imaginer, il y a le premier acte, ça vient de l'organisme lui-même, c'est-à-dire une autoposition. Et le concept d'autoposition est très important ici pour concevoir l'auto-organisation. Bon, ce concept de l'auto-organisation permet à Schelling de trouver l'inconditionnel du moi dans un acte d'autoposition. Il cherche donc sur la possibilité d'une forme de la philosophie en général, un article publié en 1794, un moi qui ne dépendrait d'autre chose que de lui-même. Ce moi doit être le fruit d'une autoposition. Ne pas dépendre d'autre chose veut dire aussi qu'il n'est pas conditionné. Ce motif organique de la nature est comparable au moi absolu qui n'a pour commencement que lui-même. Le non-moi est hors de moi et dépendant du moi absolu. L'opposition entre le moi et le non-moi doit être surmontée par un tiers qui produit une unité entre le moi et le non-moi, l'unité dans la multiplicité. Pour la forme qui met en mouvement ces trois éléments, selon Schelling, recèle la possibilité d'une forme de la philosophie en général, et il a essayé d'engager avec Leibniz en disant que Leibniz, même il a développé le principe de raison suffisante et le principe de contradiction, et n'a pas encore reçu cette question. Et après, c'est Immanuel Kant, dans la philosophie critique de Kant, quand il a essayé de reformuler les principes de Leibniz en cherchant une forme originale, le ou-forme de la philosophie. Bon, nous pouvons comprendre que cette critique s'oriente autour d'une interprétation frichétienne idéaliste, c'est-à-dire que Kant n'a pas expliqué d'une façon assez satisfaisante le moi absolu. Même Schelling, il a cité Immanuel Kant, mais il a dit que ce n'est pas suffisant. Et par conséquent, il n'a pas réussi à rendre explicite la forme originelle de la philosophie. Mais pour rendre justice à Kant, et ça c'est très important pour nous aussi, et que dans la troisième critique, surtout dans la session 64, Kant il a parlé de la forme organique en donnant un exemple de l'arbre
Kant définit l'être organique comme, je cite, une chose qui existe comme une fin naturelle si elle est à la fois cause et effet d'elle-même. Fin de citation. Et puis, dans l'exemple sur l'arbre, en soulignant 3 éléments. Premièrement, l'arbre se reproduit selon son genre, c'est-à-dire qu'il reproduit un autre arbre. Deuxièmement, l'arbre s'entretient ou se maintient de lui-même en tant qu'individu en se nourrissant de son milieu. Troisièmement, les différentes parties de l'arbre sont interdépendantes mutuellement et constituent une unité en tant qu'arbre. Comme l'explique Kant, la conservation d'une partie dépend de la conservation d'une autre partie et réciproquement. Et Schelling, il a essayé de rendre explicite cette forme organique à partir de la matière. Et ça, c'est pas très loin de Gilbert Simondon. Et pour Schelling, l'organisation est considérée comme un je cite la définition de l'organisation de Schelling. Pour lui, c'est un devenir pur, comme une ligne à droite, mais il est possible de revenir à lui-même comme une ligne circulaire grâce à un blocage. Ça, c'est aussi la négroentropie, où un phénomène, Erscheinung, se produit. Je ne lis pas la citation parce que ça, on n'a pas le temps. Mais avec le concept de l'organisation ou de l'organisme général, Schelling il peut résoudre les problèmes classiques. Par exemple, comment peut-on passer de l'infini à l'infini et comment peut-on résoudre l'opposition entre la liberté et la contingence. Et ça, c'est... mais je peux pas lire ça, mais peut-être on peut revenir pendant la discussion... parce qu'on peut faire une comparaison sur la question de la contingence et la liberté dans la pensée de la pensée de Schelling avec Prigogine, où on a discuté hier soir avec les autres. Goethe, lecteur de l'âme du monde, promoteur de Schelling, dédia un poème à l'âme du monde de Schelling. Rien ne dit que ce poème n'était pas écrit avant leur rencontre, mais sa parution en 1802 était adressée à Schelling. Les deux hommes y partagent un intérêt pour la lumière, aussi pour la science. Cette relation aura un écho dans les travaux de Schelling dans De l'âme du monde. La lumière est le premier principe positif de l'organisme. Dans la première esquisse, Schelling s'éloigne de la philosophie transcendantale et propose ce qu'il appelle une physique spéculative. La spéculation est fondée sur l'idée que la nature est elle-même un sujet, plutôt qu'un simple objet. La séparation entre le sujet et l'objet est caractérisée par deux réalités de la nature qui se trouvent dans la philosophie de Spinoza. D'un côté, la nature naturante, qui est une productivité animée par l'âme du monde. Et de l'autre côté, la nature naturelle, où l'on trouve les produits, à savoir les êtres et les phénomènes. Le philosophe américain Bruce Matthews, dans son livre The Organic Form of Philosophy, The Organic Form of the Philosophy of Schelling, s'efforce de tracer le concept de forme organique à son commentaire sur le Timée, c'est-à-dire quand il était encore chez Tübingen-Stift. Quand il était très jeune, où il a rencontré Hegel et Hölderlin. Ce travail prématuré de Schelling est cité dans De l'âme du monde, où le Timée de Platon est présupposé comme un interlocuteur invisible
Dans ce commentaire, on peut anticiper déjà la proposition principale de Schelling dans la philosophie de la nature. Je cite rapidement, il dit « Nous devons ainsi nous rappeler que Platon voit le monde entier comme un zoon, un animal. C'est-à-dire comme un être organisé, comme un être dont les parties ne sont possibles que grâce à leur relation à l'ensemble. Ces parties se comportent mutuellement les uns contre les autres comme un moyen et un fin, et donc, selon leur forme et leur connexion, se reproduisent réciproquement. La tentative par Matthews de remonter à l'origine du concept d'organisme général révèle ainsi quelque chose d'étrange et de choquant qui se cache dans la philosophie de la nature et qu'il faut mettre en lumière dans le cadre de notre enquête. Et c'est sur ce point que j'ai trouvé complètement intéressant dans la philosophie de Schelling, cette ignorance. Ça, c'est la question du feu que j'ai trouvé dans le livre de Bruce Matthews et l'indifférence de l'auteur, des auteurs, y compris Schelling, à son sujet Montagu. La question du feu est aussi, comme nous le savons, la question de Prométhée. Ce passage de Schelling commenté n'est pas du Timée, mais du Philèbe. Schelling a essayé d'assimiler la forme de la Philèbe à la forme dans le Timée. Dans le Philèbe, Socrate entre dans un débat avec Philèbe sur la question entre intelligence et plaisir, lequel est le plus risible. La solution que Socrate finit est que ce n'est ni l'un ni l'autre, mais un tiers, c'est-à-dire la combinaison entre les deux. On peut dire que Socrate lui-même se transforme en un tiers, et dans le Philèbe, on se trouve du fameux passage où Socrate propose qu'une opposition comme finie, c'est-à-dire trop péras, et infinie, trop apparent, n'est pas suffisante. On a besoin d'une synthèse qui est le to kinon, ce qui est en commun. Cette troisième notion n'est pas une synthèse au sens de la dialectique de Hegel, mais selon Schelling, c'est une synthèse de l'unité dans la multiplicité. La forme entre les trois éléments qui nous donne une succession infinie de l'individuation est ce que cherche aussi Schelling sur la possibilité d'une forme de la philosophie en général, où le philosophe remplace le nom Platon par le nom Fichte, et puis plus tard dans De l'âme du monde, l'organisme. Dans cette affirmation de la sagesse de Platon, il y a une certaine accentuation dans le passage 16c du Philèbe, traduit par Schelling. J'ai reproduit le passage original de Platon, la traduction française de Victor Cousin, un contemporain de Schelling, et aussi la traduction allemande de Schelling. Je lis la citation en français parce que c'est très intéressant. Il dit « C'est, selon moi, impression faite aux hommes par les dieux, apportée dans l'or avec le feu par quelques Prométhée, et les anciens qui valaient mieux que nous et qui étaient plus près des dieux, nous ont transmis cette tradition que toutes les choses auxquelles on attribue une existence éternelle sont composées d'un et de plusieurs et réunissent en elles par la nature le fini et l'infini. Que telle étant la disposition des choses, il faut dans toute recherche s'attacher toujours à la découverte d'une seule idée. Schelling accentue les mots « cette forme », forme, ce qui n'est pas fait explicitement dans la version grecque. En soulignant cette forme, Schelling marie le Philèbe avec le Timée, en plus où on trouve le mot symphyton et traduit comme in sich vereinigen, c'est-à-dire réuni. Mais ce mot veut dire aussi ce qui est inné ou déjà hérité,
ce qui est traduit en français par cousin comme par leur nature. Ce sens est affaibli dans la tradition de Schelling, ainsi on n'a plus le déjà là que plutôt un acte de réunification. On peut lire ce passage de Philebbe en parallèle avec le passage de Protagoras que Paul dont il a parlé ce matin, où le sophiste raconte l'histoire de Prométhée et Épiméthée. Dans le Protagoras, le feu n'est pas envahi, mais volé par Prométhée. Parce que son frère Épiméthée, qui était chargé de la distribution des dunamès, a oublié en donnant à l'homme. L'inconsistance de l'origine du feu est compensée par des articles incertains dans ce paragraphe, comme tinos, tini. Dans la technique et le temps, la faute d'Épiméthée, Bernard Stiegler a éclairé cette mythologie en montrant que le feu est la compensation d'une faute qui est aussi un défaut, et le feu est la technique qui permet la poursuite de la vie par d'autres moyens que la vie. L'organique par l'anorganique et l'histoire du feu constitue aussi le déjà là au sens de Heidegger. Dans l'interprétation de Platon par Schelling, la forme est séparée du feu, de l'origine de ses coexistences comme un présent, c'est-à-dire que l'âme est séparée de la technique, l'anorganique organisée. Et alors, si la philosophie de la nature s'identifie avec la forme organique, comment peut-on penser une nature quand le feu et la forme ne sont plus séparés comme cela nous semble évident aujourd'hui, à l'époque de l'Anthropocène, et dans la mesure où ils n'ont sans doute jamais été séparés. Merveille Schelling n'a pas complètement oublié le feu parce que 10 ans plus tard, on trouve que le feu est une métaphore de l'esprit dans la philosophie de Schelling. Mais là, on est tenté de déconstruire la philosophie de la nature de Schelling, mais vu son aridité, ce n'est pas mon but. Je tente plutôt de montrer l'enjeu d'une pensée organique basée sur une relation historique entre l'organique et l'anorganique qui prend un nouveau nom, écologie. Que les machines possèdent aussi une récursivité permanente, comme ce qui est montré tout à l'heure Patrick, ou ce que j'appelle l'héméneutique computationnelle. La dernière partie, on va terminer. Cette âme de la nature n'est pas éternellement tranquille. Le charme se cache dans la violence, comme on a vu dans le poème de Hölderlin, qu'elle porte en elle. Et la matière évolue selon le principe de cette anima mundis. Elle nous donne un monde de phénomènes qui échappent à nos imaginations. On est arrivé à une nouvelle époque géologique qui s'appelle Anthropocène. Et alors, que fait la philosophie de la nature de Schelling, sinon une étude historique comme ce que j'ai équissé dans les passages précédents? Vu sa complexité, je ne prétends pas pouvoir y répondre précisément. Ce que je veux faire ci-dessus est de souligner 2 points ou de montrer une certaine ambiguïté de la forme organique dans notre situation contemporaine et de poser un dialogue entre l'organisme général et l'organologie générale. Le premier point concerne la proposition de l'inscription de l'anorganique dans l'organique et sa relation à la philosophie de la technique. L'organisme conçu comme fondation du mécanisme, ce qu'on a vu chez Schelling, est une proposition centrale dans la philosophie de la nature, et on peut considérer cela comme la première organologie générale. Je fais ici référence à Canguilhem, dans le chapitre Machine et organisme de la connaissance de la vie. Canguilhem montre que le mécanisme cartésien fut rendu
rendu obsolète par l'émergence du concept d'organisme au XVIIIe siècle, dont Canguilhem trouve la source dans la critique de la faculté de juger de Kant. Je cite, « Il est vrai qu'en France, dit Canguilhem, on n'a pas habitude de chercher dans Kant une philosophie de la nature. » Reprenons la métaphore de l'arbre qu'on a vu dans la session 64 de critique de Woodhicecraft. Canguilhem propose une lecture de Kant qui pointe dans la direction d'une potentielle organologie générale dans laquelle on considère, je cite, la technique comme un phénomène biologique universel et non plus seulement comme une opération intellectuelle de l'homme. Continue-t-il, on est amené à d'une part à affirmer l'autonomie créatrice des arts et des métiers par rapport à toute connaissance capable de les enlacer pour y appliquer ou de les informer pour multiplier les effets et, par conséquent, d'autre part, à inscrire le mécanique dans l'organique. Cette lecture de Kant et cette dernière proposition ressemblent tout à fait à ce que dit Schelling avec sa philosophie, sauf que Canguilhem ne fait pas référence à Schelling et passe directement de Kant à Ernst Kapp. C'est un philosophe allemand qui a cette idée de ce concept de la projection des organes, qui est très intéressant. Le but n'est pas de montrer que malgré le fait qu'ils choisissent plutôt le terme d'organisme en général, Schelling doit être considéré comme le premier penseur de l'organologie générale au lieu de Bergson, parce que dans ce texte-là, Canguilhem, il a crédité à Bergson en tant qu'un penseur de l'organologie générale, mais de proposer la possibilité d'esquisser une généalogie de l'organologie générale à partir de la philosophie de la nature de Schelling, qui est hautement scientifique et métaphysique. Le deuxième point pose la question au premier point, comme une ligne circulaire à la Schelling. Il concerne la capacité de l'organique d'inscrire l'anorganique et la dynamique dans ce processus. Les chercheurs de la biologie synthétique et de la robotique reprennent ces deux notions spinoziennes de la nature de Schelling, à savoir natura naturata et natura naturans, dont on a parlé tout à l'heure, et remarque que l'auto-organisation de la nature a été considérée comme le parfait moyen de résolution de problèmes conceptuels, car elle est la plus efficace comparée aux idées de la perception rationnelle ou de la construction rationnelle dans l'engineering classique. À l'époque de l'Anthropocène, cette forme organique est reproduite dans les êtres organiques comme les algorithmes récursifs. Et peut-être dans la discussion, on peut revenir à cette question de la récursivité, c'est au centre de l'Anthropocène, peut-on dire, ou dans les produits de la biologie synthétique. La forme organique de la nature est-elle possible de maintenir sa dynamique quand l'anorganique se rapproche de plus en plus d'elle et pas seulement un anorganique organisé, c'est-à-dire devenir organisé parce que l'anorganique est inscrite dans l'organique. La forme organique artificielle vise à transgresser la nature en la domestiquant, comme en témoignent les chercheurs de la biologie synthétique. Je cite, synthetic biologists aim to enhance and transgress nature by using nature's self-organization principle. In short, transgressing nature by harnessing nature, they conceptualize nature as a kind of technology, or more specifically, as a universal engineer. La nature organique va-t-elle être inscrite dans l'organique
organisant plutôt que l'inverse? C'est la question. Cela reste encore une question spéculative. Cependant, on ne peut pas l'éviter car c'est aussi une question qui témoigne des crises et des catastrophes qui sont devant nos yeux et qui attendent notre réponse. En 1802, Schelling, le philosophe célèbre, déjà très connu, donnait le cours qui porte le titre sur la méthode des études académiques à Jena, où il énonçait au public que la philosophie moderne de Descartes à Fichte nous amène à une, je cite, annihilation de la nature. Ce processus d'annihilation commençait par le cogito ergo sum et se continuait dans l'idéalisme de Fichte. Bruce Matthews considère cette phrase comme l'anticipation et l'inquiétude de Schelling et pas seulement comme une critique philosophique. En l'associant à l'Anthropocène, Matthews propose une reconsidération d'une nouvelle mythologie de la nature comme un exodus d'une annihilation éventuelle de la nature. Et cette question de la mythologie peut-être intéresse aussi à Paul. Mais n'est-ce pas un retour au romantique ou bien au taoïste qui cherchait une cosmologie morale, comme le décrit le philosophe Albert Borkman? C'est aussi un philosophe très important qui écrit beaucoup sur la technique. The Romantics generally were not aware of the industrial and commercial transformation of reality. They felt estranged from this powerful development and their estrangement more as a background condition than a focal concern lent additional urgency to the search for a moral cosmology. C'est-à-dire un ordre oublié de feu qui accompagne la forme dans la mythologie qu'une réunion de la nature et de l'homme sont le feu. La forme et le feu, ce sont désormais deux notions qui ne peuvent plus se séparer dans toutes les enquêtes sur la nature. Notre enquête sur Schelling se trouve sur le point temporel, où sa philosophie de la nature et l'anthropocène se croisent, mais elles se sont ignorées l'une l'autre, comme s'il y avait un décalage temporel. Et bien qu'elles se recroisent plus tard, elles ne se reconnaissent plus. Entre l'organisme général et l'organologie générale, il y a encore une histoire à découvrir, et ce sera une histoire qui mène vers une liberté, vers un exodus de l'anthropocène, comme ce qui fait Schelling après la philosophie de la nature, dans les recherches sur la liberté humaine en 1809. Bon, je termine ici. Merci beaucoup.